Bonsoir, donc bienvenue à la Biennale internationale des arts numériques de Paris-Île-de-France 2017, qui commence aujourd'hui en fait le 28 juin 2016 à la Grande Halle de la Villette. Et donc j'en profite pour remercier Didier Fusilier et Frédéric Mazelli et son équipe pour leur accueil. Donc bienvenue à ce premier rendez-vous Nemo qui vous est proposé par Arcadie, qui annonce toute une série de conférences et de surprises, de conversations, on va dire, dont nous aimerions qu'elles soient de véritables rendez-vous de la sérendipité. Donc les lieux, les dates et les prochains invités vous seront communiqués à la rentrée. Et ce soir, la conférence, donc il y aura à chaque fois quelque chose en plus que la conférence. Donc ce soir, vous aurez une performance audiovisuelle assez décoiffante. Vous allez voir de Centaure, de Kurt Daslir et Franck Vigroux. C'est aussi une manière pour moi de clore définitivement la Biennale 2015, puisque Franck Vigroux était un des deux artistes invités de cette Biennale. Donc l'idée de vous proposer des moments de réflexion autour de ce qui sera la thématique transversale de la Biennale, donc hasard, accident et sérendipité. Nous lançons d'ailleurs aujourd'hui l'appel à projet de la Biennale, donc il sera mis en ligne à la fin de la conférence, donc pas besoin de tapoter sur vos tablettes, vous l'aurez à la fin. On espère vraiment être surpris par des propositions d'installation, de performance, des idées, des concepts, etc. En tout cas, des idées que nous n'aurions pas pu avoir seuls. Et puis les projets qui seront retenus seront annoncés lors du dernier rendez-vous Nemo en mai 17. Alors donc, ce cycle de conférences est aussi en partenariat avec Philosophie Magazine. J'en suis assez ravi puisque je trouve que la dimension critique qu'on essaye de mettre en avant dans la Biennale fait plutôt partie intégrante de l'espèce d'ontologie du présent qui est explorée par le magazine. Puis encore bravo à son équipe pour l'incroyable festival de la philosophie qu'ils nous ont offert il y a une semaine à la Bellevilloise, qui était un moment où on s'est bien amusé, on a beaucoup appris. Donc la sérendipité. Ce qui nous fait donc trouver ce que nous ne cherchions pas. On verra sans doute ce soir que c'est aussi une question de curiosité, d'esprit ouvert, de pragmatisme, ce fameux kairos, l'art du moment opportun. Et puis peut-être pour ce qui relève de l'art numérique, ça va convoquer des notions telles que générativité, accident créatif, œuvre ouverte, hybridation, pluridisciplinarité. Et puis aussi dans un monde de plus en plus marqué par la quantification et l'anticipation de nos usages, on va évidemment tout au long de ces conférences se poser la question de la place de la sérendipité dans un monde peut-être de plus en plus prévisible par les algorithmes. Donc en quoi cette sérendipité et les outils numériques favorisent-ils de nouvelles méthodes, de nouvelles esthétiques, de nouvelles indisciplines peut-être ? En tout cas, peut-être aussi de nouveaux paradigmes qui sont à la fois artistiques, mais aussi politiques, sociaux, etc. Et puis en tant qu'organisateur de la Biennale, on se demande aussi comment proposer des expériences sérendipiennes pour accompagner et surprendre peut-être ou encore nos publics. Voilà ce que vous proposent les rendez-vous de Nemo et la Biennale. Donc on va chercher tous ensemble, en espérant trouver bien d'autres choses en chemin. Donc place à la conversation maintenant. Donc nos invités nous ont rejoints. J'en profite pour saluer mon compagnon de route Dominique Moulon qui va animer avec moi ces rendez-vous et qui rejoint en quelque sorte l'équipe de la Biennale à l'occasion de ces rendez-vous. Voilà. Dominique, c'est à toi. Merci beaucoup Gilles. Merci pour... Merci Gilles pour cette invitation, pour ce rendez-vous. Donc on a avec nous aujourd'hui Daniel Boursier qui est juste à côté de toi et qui est co-auteur avec Pek van Andel de la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit, qu'on trouve à peu près partout. Et qui est aussi juriste et directrice de recherche émérite au CNRS. Sylvie Catelin, qui est à ma droite, qui a publié ce livre qui s'intitule Sérendipité du conte au concept. Le conte, on va en parler très vite, aux éditions Seuil, et qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Versailles, notamment, on ne va pas faire les CV complets. Xavier Delaporte, qui a aussi un livre qui s'appelle La tête dans la toile,
et qui fait référence notamment à la place de la toile, mais aussi surtout à la revue numérique qui sont des chroniques que tu tiens très régulièrement, toujours sur France Culture, et qui est aussi à rue 89. Donc on va commencer tout de suite cet échange informel. J'ai une première question. Peut-être je m'adresse à Daniel. On sait que cette question de sérendipité, ça vient d'un conte qui s'intitule Voyage et aventure des trois princes de Sérendip. Est-ce que vous pouvez nous dresser le contexte justement de ce conte? Et on va continuer après à parler. Merci pour cette initiative sur la sérendipité. C'est vrai que quand on a commencé à parler de la sérendipité à peu près en France, à peu près c'était dans les années 2008, c'était encore un mot, franchement, vous le faisiez répéter 2 fois avant de... 3 fois même, avant que vous répondiez. Bon, alors donc bravo pour cette initiative. Alors donc tout de suite, la question de la sérendipité, d'abord l'origine... Parler du conte, en fait, c'est déjà parler de l'origine de ce mot qui paraît étrange quand même, la sérendipité, pas de source très claire, indo-européenne, pas de radical très clair. Alors en fait, le mot sérendipité vient justement de ce conte. Et ce conte, Les Trois Princes de Sérendip, explique en fait, sont très très liés, enfin ce conte et le terme sont très très liés. Alors je vais brièvement dire le contexte de ce conte. Bon, c'est un conte c'est un conte persan, qui a été écrit en 1302, donc début du XIVe siècle, qui a circulé en Inde et qui en fait fait partie un peu de cette littérature mondiale. Même on l'a comparé donc à La Fontaine, donc avec toute l'histoire de ces contes qui circulent entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Alors, les Trois Princes de Sérendip, donc 1302, c'est un conte persan, et le thème du conte apparaît spécialement dans une des parties, et sur l'histoire de ces trois princes, qui quittent le père qui est roi pour aller voyager. Ils décident d'ailleurs de ne pas prendre le pouvoir, pour aller plutôt s'encanailler, aller explorer le monde. Et ainsi commence une pérégrination très, très longue, au cours de laquelle, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils voient des signes et ils sont amenés à découvrir des énigmes. Partout où ils passent, ils sont mis dans des mauvaises situations, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le conte, dans l'histoire de Zadig. Donc c'est d'abord un voyage. C'est d'abord un voyage avec des gens qui passent leur temps en fait à découvrir des traces pour en donner une signification. Et il leur arrive des tas d'aventures parce qu'en fait ils sont passionnés aussi par une certaine vérité, c'est assez bizarre, la vérité de ce qu'ils induisent de l'observation et ces vérités-là les mettent dans des situations un peu délicates. En gros, on va dire l'histoire du conte, c'est plus simple, le thème même. Ces trois princes découvrent par exemple 7 signes sur le chemin, et chacun de ces signes en fait donne une caractéristique de l'animal qui est perdu et par qui est monté cet animal et tous ses défauts et ses qualités. Et ils arrivent dans un village et ils rencontrent un chamelier qui dit « j'ai perdu mon chameau, où est-il ?» etc. Et les trois princes, à la fois très intelligemment mais très imprudemment, commencent à dire « mais est-ce que votre chameau était borgne ? Est-ce qu'il ne boitait pas? Est-ce qu'il n'était pas monté par une... Est-ce qu'il avait toutes ses dents? Est-ce qu'il n'était pas monté par une femme? Cette femme n'était-elle pas enceinte, etc. » Au bout de ces 7 signes, le chamelier dit « mais vous l'avez vu, c'est pas possible, c'est effectivement mon chameau. Il était borgne, il avait une dent en moins, etc. etc. » Et les trois princes sont jetés en prison. Pour la fin de cette histoire, ce qui se passe, c'est que le roi dit « mais finalement, qu'est-ce qui se passe ?» Et le chameau étant retrouvé le lendemain, bien que les voleurs soient soi-disant en prison, donc le roi leur demande pourquoi et comment ils ont trouvé, et quelle est cette histoire, pourquoi ont-ils parlé de ce chameau qu'ils n'avaient, paraît-il, pas volé.
Et il raconte cette histoire, et le roi, bien sûr, les délivre, etc. Alors ça, c'est l'histoire des principes l'histoire fondamentale des princes de Sérendip. Et en fait, si on résume un peu cela, ça veut dire tout simplement que on peut ne pas voir un objet, mais à partir des traces de ces objets, on peut induire, on va même dire faire une abduction. Il n'y a pas le verbe en français, on ne peut pas dire abduire, mais c'est une véritable abduction. On fait une hypothèse sur l'objet absent qui aurait un certain nombre de ses caractéristiques. Voilà, et c'est le thème fondamental qu'on retrouvera d'ailleurs en dehors des histoires de ce type. Alors, merci Daniel. Maintenant Sylvie, j'aimerais que vous nous parliez du rôle essentiel de l'écrivain Horace Walpole quant à cette notion qu'est la sérendipité. Alors Horace Walpole, vit donc au XVIIIe siècle, plein siècle des Lumières. C'est le troisième fils du premier ministre anglais, Robert Walpole. Un temps, il va comment dire, siéger au Parlement, mais bon, il abandonne vite, ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est surtout un écrivain. Il a écrit le premier roman gothique, Le Château d'Otrante. C'est l'inventeur du roman gothique, d'ailleurs. Et c'est un esthète. Il a passé 14 ans, je crois, à retaper ce château de Strawberry Hill, qui vient d'être rénové d'ailleurs dans la banlieue de Londres. Et il en a fait un château gothique. Et c'est un collectionneur, c'est quelqu'un de très cultivé qui tient une correspondance avec pratiquement beaucoup de lettrés, de personnes dans toute l'Europe. Et il raconte dans une lettre à un de ses amis, un jour, 29 janvier 1754, je crois, qu'il réfléchit à sa faculté de découverte et qu'il vient de faire une découverte, justement, en feuilletant un livre d'emblèmes vénitiens sur l'emblème d'une famille vénitienne. Et puis, en réfléchissant à ça, il fait une association d'idées avec le comte de Serendip. Et c'est là qu'il invente le mot sérendipité. De toute façon, c'était un inventeur de néologisme, hein, il aimait beaucoup créer avec la langue. Et il dit, d'ailleurs, le comte, il donne une définition, il dit c'est la faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses que l'on ne cherchait pas. Et puis il précise bien à son ami, mais le comte en question vous expliquera bien mieux de quoi il s'agit. Et bon, il lui raconte un petit peu ce que Daniel vient de nous dire, là, il donne quelques indices. Ils avaient repéré que l'animal était boiteux, parce que certaines traces étaient plus enfoncées dans le sol que les autres. Ils avaient repéré qu'il avait perdu une dent, parce qu'il y avait des petites bouchées d'herbe à moitié mâchées de la largeur d'une dent de chameau tout le long du chemin. Ils avaient repéré que l'animal était borgne parce que l'herbe n'était broutée que d'un seul côté alors qu'elle était meilleure de l'autre. Enfin, voilà, ils arrivent. Walpole se souvient de ça, raconte ça à son ami. Et en fait, donc, c'est véritablement... il fait cette association d'idées lui-même, en réfléchissant à sa propre faculté de découverte. Il a interprété des indices lui-même en feuilletant ce livre d'emblèmes vénitiens. Il a fait une découverte. Et donc, c'est un petit peu la recherche des causes à partir des effets. C'est tout le rôle de l'imagination dans la découverte, qui est très important d'ailleurs pour Walpole, parce que Walpole est très opposé au dogme rationaliste des Lumières. Pour lui, l'imagination, la fantaisie imaginative, c'est très important. Ça joue un rôle structurant dans l'invention. Et donc, il invente ce mot qui désigne le raisonnement imaginatif à l'origine de la découverte, et il souligne son caractère inattendu, accidentel. Et donc, il parle de sagacité accidentelle, d'ailleurs, dans sa lettre, et non pas de découverte accidentelle, de sagacité accidentelle, ce qui est très différent. Découverte accidentelle, découverte par hasard, c'est pas du tout ça, c'est une sagacité accidentelle. On a survalorisé, je crois, par la suite, le rôle du hasard. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Et justement, avant d'y revenir, Gilles, tu prends la parole quand tu veux. Ayant été aussi fidèle auditeur et de la Place de la Toile et de la Revue Numérique. Alors, question pour Xavier.
peut-être plus par rapport à la place de la toile et à rue 89, c'est-à-dire à travailler à plusieurs, j'imagine que ça génère plus de contexte, de sérendipité qu'avoir une chronique seule, peut-être. Quoique, aurais-tu un souvenir d'un de ces hasards heureux, que ce soit en radio ou sur Internet? Tu veux dire quand un invité vient pas, que du coup on se trouve obligé de parler de n'importe quoi à l'antenne? Par exemple, ou autre? Non, enfin j'ai pas de souvenir comme ça. J'ai pas de souvenir comme ça. Bah, j'ai des souvenirs, ou alors la rencontre même de l'idée de sérendipité qui peut être. Mais non, j'ai pas de souvenir comme ça. Le travail, c'est marrant parce que je réfléchissais à ça en me disant est-ce que le travail journalistique a à voir avec la sérendipité? Je pense pas tellement, il me semble. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant peut-être c'est que là en vous écoutant, je me disais c'est drôle la trajectoire de ce mot et la manière dont il est rentré dans la question numérique etc. Et je faisais rapprochement avec ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions numériques, donc c'était vers le milieu des années 2000. Et donc c'est le moment où le web rentre vraiment dans les foyers, etc. Et où tout à coup, on parle beaucoup de sérendipité, c'est très valorisé, on parle de l'expérience du surf, on disait alors ça, comme une expérience sérendipitaire, donc on s'intéresse à les livres, etc. Et puis aujourd'hui, il y a un retour, il y a un retour très net, complètement illustré par ce que disait Gilles tout à l'heure, avec l'idée que c'est la fin de la sérendipité à laquelle on assiste. C'est par exemple ce que raconte Evgeny Morozov dans un très joli texte qu'il avait publié dans je ne sais plus quel journal américain, sur la fin du cyberflâneur par exemple, où il explique comme ça assez longuement que justement le web qu'on a connu, c'est-à-dire qui était une sorte de bazar, dans lequel on trouvait tout et rien, il expliquait ça avec une métaphore qui était assez proche de celle des surréalistes errant dans les marchés, à la recherche de la merveille, etc. Bon. Et il dit voilà, le web tel qu'il est en train de se transformer, c'est plus le web, c'est un web applicatif où, par exemple, l'usage de nos smartphones, on rentre par des applications, on passe beaucoup moins par le web, etc. Et ben, c'était justement la fin de la sérendipité. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette trajectoire, mais je pense qu'il faut qu'on revienne un peu dans les détails, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on vit une expérience dysphorique c'est la fin de quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est vrai, moi je pense que c'est pas vrai, mais ça je pense qu'on y reviendra. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on en est à ce moment-là, il me semble, de l'interrogation de cette question de la sérendipité, en étant plutôt dans l'idée du regret d'une expérience qu'on aurait vécue. Alors après, je pense que c'est intéressant de s'attarder sur le fait de savoir si on a vraiment vécu cette expérience ou pas. Ça, je suis d'accord avec vous que la survalorisation du hasard par rapport à la démarche de la recherche, ça je pense qu'on peut y revenir. Voilà, mais je pense qu'on en est là, de ce moment-là, plus que dans le rapprochement sur les expériences sérendipitaires dans le travail. Et en même temps, la sérendipité, quand on réécoute vos émissions, qu'on feuillette votre livre, on voit plein de petites traces de sérendipité un peu partout. Alors évidemment, c'est pas des choses extrêmement spectaculaires, mais hier, je tombais sur justement l'émission que vous avez faite avec Daniel, où elle disait que finalement, tomber amoureux, c'était l'exemple même de la sérendipité dans la vie de tous les jours. Et puis, vous qui êtes fan de foot, vous parlez par exemple de quand vous regardez un match de foot en streaming plus ou moins légal et qu'en fait il y a des ruptures de faisceau, et en fait ça vous procure la nécessité d'inventer l'action, vous rêvez l'action et d'un seul coup vous retombez à la réalité. Il me semble que c'est de cet ordre-là, ou quand vous parlez de navigation procrastinatoire, alors ça nous parle peut-être tous un petit peu, la navigation procrastinatoire, sur le fait de chercher pour éviter de se mettre au boulot encore, mais on fait forcément des découvertes, comme quand, par exemple, on utilise la fonction recherche par hasard, d'articles par hasard dans Wikipédia, c'est passionnant. Enfin, okay. Non, mais ça effectivement, que les pratiques numériques interrogent de manière particulière cette question de la sérendipité, ça, alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il faut détailler sur les conditions, l'évolution de ces conditions, etc. Ça, évidemment. Et que du coup, une interrogation sur ces pratiques produise des formes de rapprochement comme ça un peu bizarroïdes. Évidemment, mais je pensais que la question de Mix attelait plus à la question strictement du travail journalistique, et là, j'étais troublé. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette question de hasard heureux. Daniel,
dans votre livre, vous évoquez la différence qu'on peut établir entre hasard et accident. Bien sûr, on peut critiquer la notion de hasard, mais il n'y a rien à faire, on tourne quand même autour. Bon, il y a deux, pour nous, on a réfléchi un peu à pourquoi on parle de hasard autour de la sérendipité. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'envisager le hasard. Il y a une façon, on va dire, presque psychologique, triviale, on va dire. Je t'ai rencontré par hasard, j'ai trouvé ça par hasard, etc. Et puis, il y a la version probabiliste, où là, on est capable de chiffrer ce que c'est que le hasard, combien de chances on a de mourir si on est à tel âge, etc. Donc, ce sont deux notions de hasard qui se télescopent. Et alors, en plus, quand elles rencontrent la notion d'accident, c'est un peu délicat. Moi, je pense que la notion de hasard, d'un point de vue purement populaire, pourquoi pas, hein. En fait, pourquoi on invoque le hasard à ce moment-là? C'est pour dire qu'on ne connaît pas la cause. En tout cas, on ne peut pas remonter la chaîne des causes pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et c'est, comme disait Voltaire, c'est une façon aussi d'avouer notre ignorance, en fait. Un point qu'Ariel disait, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont dit. Pascal a dit une chose intéressante, j'ai regardé en préparant cette émission, il disait que effectivement, le hasard donne des pensées, mais le hasard aussi les enlève. Et en fait, on pense toujours à ce qui est positif dans la sérendipité, ce qui nous permet d'avancer, mais on oublie aussi ce qu'on oublie et qui peut-être creuse aussi d'autres possibilités. Mais ça, c'est un peu difficile. Alors, le problème de l'accident, combiné avec la notion de hasard, bon, en français, cette notion, c'est toujours les langues qui évidemment nous brident et nous enrichissent, hein. On voit bien que le mot sérendipité. Mais le mot accident a deux sens en français, hein. Là aussi, ce qui nous tombe dessus, tiens, c'est un accident. Bon, voilà, bon. D'abord, la racine latine le donne, hein, c'est vraiment tomber sur quelque chose. Hein. Et puis l'autre qui est un événement plutôt désagréable, etc. D'ailleurs, la connotation désagréable de la notion d'accident est intéressante. On ne l'a pas, par exemple, en allemand. En allemand, il y a deux mots pour dire ces deux façons d'envisager l'accident. Il y a le Zufall, qui veut dire effectivement le hasard tel qu'on vient de le dire, et puis le Infall, qui est l'accident qui nous arrive, l'accident de voiture, etc. Donc on voit les langues elles-mêmes nous montrent la différence qu'il y a dans toutes ces notions. Alors, hasard, accident, moi je dirais qu'on a besoin du hasard pour la sérendipité. D'ailleurs, les gens qui ont parlé de la sérendipité, et ça je voulais insister peut-être assez précisément, on n'est pas, quand on parle de sérendipité, on n'est pas du côté de la vérité. On est du côté du récit et de la narration. Et d'ailleurs, je crois que c'est intéressant de voir que le mythe fondateur, c'est quand même un écrit, c'est un conte. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. On n'est pas dans une vérité, on tourne un petit peu autour de ça. On est effectivement dans des récits de gens qui ont soit observé qu'il y avait sérendipité, sans que les gens s'en aperçoivent, soit on est effectivement dans des récits biographiques de gens qui se sont dit « je suis tombé par hasard sur quelque chose ». C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de conscience de ce qui s'est passé. Donc il y a un petit peu... mais en même temps, dire que ça existe de façon essentialiste, je pense qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Moi je dirais que ce qui fait la richesse de cette notion de sérendipité, c'est tous les récits qui sont accolés sur les gens qui pensent oui ou non, qu'ils ont trouvé ça par hasard, par accident. Et voilà, je crois que c'est intéressant de penser ça de façon... C'est Sylvie Catelin qui cite Edgar Allan Poe qui dit « Nous faisons du hasard la matière de calcul rigoureux ». Ça vous a... Mais ça, c'est le hasard probabiliste, hein, c'est le hasard mathématisé, c'est encore un petit peu autre chose. L'aléatoire, c'est le hasard simulé. Il y a beaucoup de définitions du hasard, hein, c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de sens, la chance. Alors on pourrait croire, ici c'est la chance. Par exemple, c'est un exemple qui est donné, je ne sais plus dans quel dictionnaire, un jardinier, quelqu'un bêche son jardin, découvre pour planter un arbre, et découvre un trésor. Alors, il cherche à faire quelque chose et il trouve autre chose. Est-ce que c'est de la sérendipité? On voit bien que non. C'est pas de la sérendipité, c'est de la chance, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'inventer un mot pour désigner ça. Donc, si vous voulez, il faut faire attention, quoi. Les mots, avec la sérendipité, on est effectivement... Il y a quelque chose qui survient,
Mais il faut l'interpréter, sinon on passe à côté. Sinon, si on n'est pas préparé, si on n'est pas réceptif d'ailleurs à l'inattendu, on peut passer à côté du hasard et rien voir, et il ne se passe rien. Et on ne le saurait même pas d'ailleurs. Est-ce que ça rapporte avec le hasard objectif le hasard objectif des surréalistes, est-ce que c'est pas ça? Parce que ce que décrivent les surréalistes, c'est une capacité à absorber, enfin, à reconnaître des signes dans ce qui pourrait être considéré par les autres comme le simple hasard. Est-ce que c'est pas déjà un peu ça le... Oui, oui, il y a une forme, c'est quand même très subjectif aussi. Hein. Il y a, effectivement, il y a un hasard objectif au sens où c'est l'extérieur, mais subjectif au sens où on l'interprète, nous, ça nous évoque quelque chose et c'est une rencontre. Sachant que dans votre livre, vous insistez beaucoup sur la notion de sagacité, comme vous venez de le dire, justement, d'être réceptif. Oui, c'est l'intuition, c'est le flair, c'est en même temps toute la connaissance qu'on a, toutes les connaissances préalables, comment on s'est construit, comment on réagit par rapport à l'inattendu, par rapport à tout ça, qui fait aussi qu'on y est réceptif ou pas, d'ailleurs. Mais aussi parce que ça évoque quelque chose en nous, ça résonne, il y a un écho, c'est très intéressant, il y a tout l'inconscient aussi qui est mobilisé dans cette réceptivité par rapport au fait qui surgit par rapport. Et est-ce que vous pensez, Xavier, par exemple, qu'on peut créer un contexte adapté à la sérendipité? Ici, par exemple, c'est apparemment relativement contrôlé. Est-ce qu'à l'inverse, on peut créer un contexte on dit d'ailleurs finalement aussi que la sérendipité, c'est pas quelque chose on peut l'attendre, mais on ne peut pas le susciter. Alors, mais je dirais enfin, que, par exemple, pour s'intéresser aux questions moi, qui m'intéressent plus directement, qui sont des questions un peu techno quand même, je pense que le web, dans son état avant une sorte de personnalisation progressive, on pourrait dire que ça crée des conditions techniques à l'émergence de ce rapport un peu compliqué entre surgissement de signes et interprétation de ces signes. Bon, donc ça le crée par des configurations techniques. Par exemple, le lien hypertexte, en un sens, il favorise, j'ai l'impression qu'il favorise ce type de démarche-là. C'est-à-dire que voilà, vous glissez, vous passez d'une chose à l'autre de manière très très rapide, sans savoir forcément, parce que c'est intéressant parce qu'un lien hypertexte, c'est juste l'indication que derrière ce mot, il y a quelque chose. Mais après, sémantiquement, c'est ultra compliqué un lien hypertexte. Est-ce que ça renvoie vers une définition de ce mot? Est-ce que ça renvoie vers un article qui parle de ce mot? Est-ce que ça renvoie vers... Enfin, bon voilà. Donc ça, par exemple, il me semble que ce qu'il y a derrière, ça produit ça peut produire ce type de surgissement de quelque chose et qui va être à charge de celui qui fait surgir de l'interpréter. De la même manière que, du coup, là où c'est... Oui, parce qu'il me semble que dans la sérendipité telle que vous la définissez, il y a un principe actif. C'est pas une réception passive de quelque chose. Bon. Et ben là, de la même manière, le lien hypertexte, il nécessite activité. Il nécessite d'activer le lien. Donc, on peut avoir une pratique totalement non sérendipitaire du web. Voilà, vous lisez un truc, vous en sortez, vous faites que des recherches, ou alors vous pouvez avoir une pratique sérendipitaire du web qui est permise par des fonctionnalités techniques telles que le lien hypertexte. Bon. De la même manière, aujourd'hui, si on le retranscrit, justement pour aller contre l'idée qu'il n'y a plus de sérendipité, si vous prenez par exemple les réseaux sociaux, les hashtags sur Twitter par exemple, ils créent une forme de sérendipité, me semble-t-il. C'est-à-dire que, parce que leur polysémie même, ce que les gens y mettent, etc., ou pas, ça fait surgir des choses. Alors après, évidemment, là où il y a activité ou pas, c'est la manière dont vous l'utilisez, vous en refaites quelque chose, etc. C'est qu'il y a aussi quelque chose de très passif qui n'a absolument aucun intérêt. Et puis il y a effectivement une activation de ça qui peut produire des choses bizarres, quoi. Et après, il y a effectivement le fait d'aimer pratiquer ça, d'avoir le temps de le faire. Moi, par exemple, j'aime bien me mettre dans une situation d'errance sur le web. Donc, je sais pas, faire des trucs au pif. Mais évidemment, faire des trucs au pif, c'est pas un vrai au pif. C'est une sorte de pif à la recherche d'un truc, quoi, mais qu'on sait pas très bien quoi. Bon, et ben ça, c'est vrai que dans ce cadre-là,
ce que c'est que l'Internet, les Internets, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est un terrain absolument extraordinaire. Alors, ça n'est pas le seul. Par exemple, je ne sais pas, moi, régulièrement, moi, comme je n'ai pas de smartphone, quand j'ai des rendez-vous avec les gens, et les gens étant très souvent en retard, en général, l'humanité est en retard, et moi pas parce que j'ai une névrose à cause de la radio, j'arrive toujours à l'heure. Et donc du coup, j'arrive et je suis à une terrasse et tout ça, machin. Et donc souvent, pour m'occuper, je vais rechercher au fond de mon sac des trucs à lire. Et donc je tombe sur par exemple, des journaux qui ont un mois, des trucs comme ça. Bon, et en fait, c'est toujours vachement intéressant de lire la presse, parce que ça produit des effets très bizarres. Par exemple, la presse en décalé, comme ça, en petit décalage, hein, c'est pas lire la presse et par image des années 60, quoi. C'est bon. Et ben, ça, par exemple, et je me suis aperçu que c'était un truc que ça produisait des choses. Alors, on peut dire c'est des pratiques, je sais pas ça si ça relèverait de la sérendipité, voilà, on va piocher dans une sorte de réservoir, mais dans une attitude qui est une attitude, active. Je ne sais pas, est-ce que ça correspondrait à ça? Oui, alors justement, on pourrait dire par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est vrai que le web était un lieu d'errance. Bon, vous le savez pertinemment, maintenant, errer sur le web, ça devient de plus en plus difficile, on le sait. On est quand même assez canalisé, on est algorithmisé. Et ça, je pense que c'est une grosse perte sur Internet. Déjà, on a parlé de la recentralisation d'Internet, qui est quand même une catastrophe. Mais cette idée-là aussi, qu'on ne peut plus vraiment explorer comme on veut Internet sans être sûr qu'on est vraiment au hasard sur Internet, je pense que là, c'est une perte d'Internet. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui font ça. Parce que même moi, je pense que j'ai l'impression qu'on est vraiment dirigé sur Internet. Et ça, c'est dommage, cette fraîcheur-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue. Je pense que d'une part, on est dirigé, et aussi pour ceux qui connaissent justement depuis on va dire le début du web, c'est-à-dire la fin des années, le début des années 90, on est beaucoup moins dans la découverte. Donc je pense aussi qu'il y a ces deux choses-là. D'une part, il y a une volonté de contrôle qui s'est développée, et d'autre part, on est beaucoup moins dans la découverte qu'on l'a été. Donc je dirais qu'on a deux raisons supplémentaires de ne pas se perdre. Je voudrais qu'on revienne, Daniel, à un colloque que vous avez participé à organiser à Cerisy, justement sur cette question-là. Est-ce qu'on peut en revenir quelques minutes, à savoir quels étaient vos invités, quels ont été les échanges, les avancées, les conclusions peut-être? Oui, ça a été un grand moment, 10 jours, plus que ça, 15 jours, donc tu y participais d'ailleurs, Sylvie. Donc c'était en 2009, on a proposé à Cerisy, sans trop y croire, le thème de sérendipité, bon, tout de suite était favorable, et au lieu de me donner 5 jours, ce qui je trouvais, c'est-à-dire une semaine, c'est déjà pas mal, on a eu 10 jours, voilà. Mais on s'est aperçu aussi en préparant ce colloque, que le sujet pouvait être énorme, et bon, on aurait pu rester plus longtemps. Je signale qu'on a été à peu près 80 à suivre ce colloque. Et alors, l'objectif, c'était vraiment d'inviter, d'abord, tout l'éventail des sciences, c'est-à-dire des sciences physiques aux sciences politiques, sciences de la gestion, mais pas seulement les sciences, aussi les arts. Et dans les arts, si possible, le plus d'art possible, il y a eu deux expositions de peinture où les artistes étaient elles-mêmes des sérendipitistes et parlaient de la sérendipité dans leur découverte, la découverte de leur pratique. Et puis, il y a eu même un groupe de théâtre qui nous a suivis pendant pratiquement les 10 jours pour, à la fin, produire une scène de théâtre qui a été jouée, etc. Donc, on peut dire que finalement, il y a eu même un repas sérendipiteux, puisque, comme vous le savez, la cuisine est un des lieux favoris de la sérendipité. On ne va pas parler, bien sûr, des bêtises de Cambrai, etc., de la tarte tatin, mais même le bœuf en daube, etc. Il y a beaucoup, là aussi, de récits régionaux, nationaux, enfin peu importe, sur la façon dont on a trouvé par hasard certaines recettes de cuisine. Et les cuisinières de Cerisy ont fait un repas entièrement avec des plats qui ont été découverts par sérendipité. Bon, ça c'est un aspect amusant. Mais je veux dire qu'avec la sérendipité, vraiment, on peut beaucoup s'amuser. Je crois que c'est un jeu d'aimer la sérendipité, ça fait appel justement à... Enfin, je reviens à cette question simple, c'est par rapport au plan, à la rationalité, eh bien, la sérendipité, c'est tout ce qui déborde tout ça. C'est tout ce
qui effectivement n'est pas prévu, n'est pas programmé, etc. Alors là, justement, j'ai eu une réunion, on en parlera peut-être à la fin de cette table ronde, avec des gens qui font de la robotique, et eh bien, lors de cette discussion, je me suis aperçue que finalement, on est en train de créer actuellement des robots qui pourraient être aptes à faire des découvertes par sérendipité. C'est une première. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est sans fin ce sujet. Alors justement, je voudrais qu'on revienne, Sylvie, sur la question de la découverte. C'est intéressant de remarquer que dans vos deux livres, vous donnez une place extrêmement importante à la science et plus à la littérature d'ailleurs qu'aux arts en général. Y aurait-il des domaines comme les sciences ou la littérature qui soient tout particulièrement adaptés? Alors que finalement, on a l'impression que on pourrait donner des exemples de sérendipité partout et en tout. Mais alors, en même temps, pourquoi rentrer par la science, les sciences et la littérature? Personnellement, mais je sais qu'en peinture, il y a des exemples de sérendipité très fréquents. Simplement, je les connais moins bien. Bon, voilà. Mais je connais bien la littérature. Mais surtout en littérature, on a quand même l'exemple du roman policier qui a été une merveille dans la foulée de Zadig d'ailleurs, de l'enquête de Zadig, parce que c'est une véritable enquête à laquelle se livre Zadig. Il montre bien, il mesure, il évalue pour mesurer la queue du cheval, enfin bon, tout ce qu'il trouve, les détails qui permettent de décrire l'animal, il les trouve parce qu'il enquête, parce qu'il prend des mesures, mais il a quand même été attiré au départ par certains détails. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en fait deux modèles de la sérendipité qu'on va trouver d'ailleurs dans la littérature aussi, mais aussi dans la science, et puis dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, et dans l'art, etc. C'est d'abord le modèle de la trace, c'est le modèle du conte originel, des traces qui sont des indices, en fait, qui sont transformés en indices pour découvrir les causes. Et on reconstitue donc une histoire, on reconstitue rétrospectivement une histoire qui a eu lieu, on remonte dans le temps. Et puis il y a le modèle que j'ai appelé le modèle de la perturbation. Le modèle de la perturbation, c'est le détail, c'est le petit détail auquel on prête attention et qui va révéler quelque chose, qui va transformer ou bouleverser même notre manière de voir, notre manière de penser, nos paradigmes, etc. Et c'est très net dans le roman policier, mais aussi dans toute forme de lecture. On a tous fait l'expérience de ces phrases qu'on ne comprend pas et qui nous surprennent, et on cherche à les interpréter, et on découvre quelque chose à ce moment-là, quelque chose qu'on n'avait pas compris au départ. Et c'est une manière de faire des hypothèses, c'est une manière d'interpréter, c'est une manière de faire de réfléchir par réflexivité, par hypothèse, par association d'idées. C'est ça aussi la sérendipité, c'est important. Alors quant aux arts visuels, accessoirement numériques, est-ce qu'il te viendrait des exemples, Xavier? Je sais aussi, j'ai écouté récemment justement une de tes chroniques qui était née d'un échange avec un artiste, Michael Boras, connu sous le nom de Système. Est-ce que aurais-tu des idées d'exemples, que ce soit dans les arts visuels en général ou peut-être plus particulièrement numériques? En fait, j'ai pas tellement d'idées d'œuvres qui, pour moi, disons, créeraient de la sérendipité, ou etc. En revanche, il me semble que dans l'accès qu'on a aujourd'hui aux œuvres, et malgré l'algorithmisation et les trucs de Netflix qui définissent vos goûts en fonction des films regardés, etc., il me semble que dans l'accès, il y a des choses de cet ordre-là, des sortes de circulation comme ça, mais qu'on connaît tous, c'est-à-dire de glisser de chose en chose, et donc du coup de faire surgir soit des accidents, soit des choses comme ça, des sortes de cet ordre-là qui relèvent, je trouve, de ce type je sais pas si des découvertes accidentelles, etc. Et encore une fois, avec un jeu bizarre qui est que les algorithmes de recommandation, par exemple, sont à la fois extrêmement puissants et à la fois très débiles.
Et donc du coup, c'est dans cette espèce d'articulation entre leur puissance et leur débilité qu'il y a des surgissements très étranges, quoi, il me semble. Par exemple, celui d'Amazon, parfois, il est très étonnant, c'est-à-dire qu'il vous fait surgir des choses qui correspondent exactement à des goûts que vous pourriez avoir sans même le savoir. Et puis parfois, il est extrêmement bête, quoi. Par exemple, il y a des années, comme ça, j'ai dû faire un texte sur Raymond Poulidor. Voilà. Donc j'ai cherché des bios de Raymond Poulidor. Bon. Et ben depuis, à chaque fois qu'il y a une bio de cycliste qui paraît, j'ai une recommandation. Voilà, je ne m'intéresse pas du tout au biocyclisme, à part ça. Donc c'est cette espèce de truc. Et en même temps, à travers la question de la recommandation des biocyclistes, donc du coup, vous allez... voilà. Donc il y a des sortes de trucs, comme de correspondance comme ça. Et donc parfois, effectivement, dans la manière dont on découvre ou qu'on va vers une œuvre, parce qu'on tape tel mot-clé et qu'en fait ça renvoie pas du tout vers le truc qu'on cherche. Parce que moi, par exemple, il y a une artiste que j'arrive jamais à retrouver, alors que j'adore ce qu'elle fait, mais je me souviens jamais de son nom. À chaque fois, je tape, par exemple, je pense qu'elle est suisse, alors qu'en fait elle est italienne. C'est la même chose. Et donc du coup, à chaque fois je fais des associations sur Google pour essayer de la retrouver, et en fait je tombe, et quand je mets artiste dedans, je tombe sur des nouveaux artistes que je ne connais pas. Donc voilà, il y a parfois dans l'espèce de fonctionnement très étrange de la machine et de l'espèce de... Et quand même, parce que de ce dont on parle, il y a d'abord une recherche, hein, mais il y a des signes, comment dire, difficilement liés, et donc du coup la cohésion, l'espèce de collision entre les deux produit des surgissements de choses étranges. C'est plutôt comme ça que moi je vois le rapport, disons, entre des œuvres. C'est pas dans les œuvres elles-mêmes, mais c'est dans la manière dont elles nous arrivent, en fait. Voilà, il me semble. Alors, il y a peut-être aussi des artistes qui utilisent des outils plutôt anodins comme Google Street View, par exemple. Je pensais à John Raffman qui effectivement se balade dans Google Street View et photographie finalement des choses incroyables, comme quelqu'un qui traverse la rue avec un flingue dans la main, ou un tigre en train de errer sur un parking. Voilà, c'est par errance et effectivement un peu par sagacité, il arrive à fixer des moments incroyables de l'existence à travers un outil aussi basique que Google Street View. Et où le peintre Philippe Cognier se balade également dans Google Street View, tombe en amour sur des situations et les peint. Et François Bon, je pense que vous aviez reçu aussi un grand amateur de l'errance sur Google Street View pour trouver des références, des lieux, des noms, des situations qui lui déclenchent des envies d'écriture. Après, oui, effectivement, donc ça, vous avez entièrement raison sur le fait que l'usage peut devenir effectivement un outil de... Mais à la limite, on se dit, ce qui est même je trouve assez beau, c'est que finalement, ils ne font pas grand-chose d'autre que ce que faisaient les surréalistes. Simplement, les surréalistes, ils marchaient dans la rue, quoi. Eux, ils marchent pas dans la rue, ils vont dans Google Street View. Mais au fond, la démarche, elle est assez semblable, et c'est ça qui est très beau. Alors après, il y a ceux qui créent des choses intermédiaires, quoi. Par exemple, Maxime Marion et Émilie Brou, ce qu'ils font, c'est très beau, c'est se mettre derrière c'est un des projets qu'ils ont en ce moment, c'est-à-dire qu'ils se mettent derrière des photos de touristes. Donc en fait, ils se baladent dans des lieux touristiques, et ils voient des touristes prendre des photos, ils se mettent derrière, dans le cadre, et puis après, ils recherchent la photo dans les réseaux en fonction de l'heure à laquelle elle a été prise, du lieu, etc. Machin. Ils recherchent la photo et ils documentent, donc ils rassemblent les photos sur lesquelles ils sont, et qui ont été prises par des touristes coréens, chinois, américains, etc., dans des lieux dans lesquels ils se baladent. Ouais, ça c'est très beau comme mix entre un truc qui pour le coup ressorti à une vieille pratique de la flânerie, et là en fait à la fois laisser des traces et après partir à la recherche de ces traces qu'on trouvera par hasard ou non. Il y a un truc comme ça que d'être celui qui dépose la trace et celui qui la cherche, qui me semble très beau. Alors je ne sais pas si ça rentre exactement dans la question de la sérendipité. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'au moment de la prise de vue, l'œuvre n'existe pas, elle n'existera que suite à l'enquête. Enquête que Émilie et Maxime vont faire en ligne pendant des heures sur des sites de photos en ligne à essayer de retrouver l'heure, la personne. Tu penses qu'elle était taïwanaise peut-être, et puis non, finalement elle était à New York. Alors je voudrais qu'on revienne on ne peut pas ne pas donner quelques exemples. Daniel, si vous voulez prendre un exemple de hasard heureux, j'avais pensé à la pénicilline, mais lequel choisir? C'est presque trop classique. Non, mais c'est intéressant parce qu'on dit aussi que c'est un pseudo, un cas de pseudo-sérendipité.
Parce que si on considère que la sérendipité, c'est pas seulement trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas, c'est dans le cadre d'une démarche, une errance, etc. C'est être détourné par quelque chose qui capte l'attention et qui n'avait, à mon avis, pas grand-chose à voir, enfin à mon avis, à l'avis de ce qu'on appelle la sérendipité, pas grand-chose à voir avec la première recherche. C'est-à-dire, alors, mais on peut avoir une, je sais pas, il ne faut pas être trop dogmatique, ce serait un vrai paradoxe dogmatique dans le domaine de la sérendipité, mais il y a cette question-là de savoir si on trouve... Alors, c'est intéressant dans le cas de la pénicilline, mais il a tellement été documenté, comment dirais-je, Fleming, effectivement, n'a jamais été au bout de sa recherche. Si on pense que la sérendipité, c'est effectivement une observation d'un fait inattendu et d'une interprétation juste de ce fait, parce qu'il faut absolument, c'est pas seulement l'errance, comme vous dites, trouver des choses absolument inattendues, elle est inattendue, mais elle rencontre un désir, un besoin, à un moment donné, qui lui donne sens. Parce que le simple hasard je rencontre quelqu'un dans la rue, bon, il ne se passe rien, on peut dire que ce hasard ne crée pas de sérendipité. Tout d'un coup, je rencontre quelqu'un et je m'aperçois qu'on s'est connus il y a très longtemps, déjà, ça devient plus intéressant, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a différents types de rencontres. Alors, revenons à ce cas de ce cher donc Fleming. Lui, il a, par hasard, par désordre, on peut dire, parce qu'il y a aussi du chaos dans la sérendipité, le chaos des faits, il est tombé effectivement sur une expérience qu'il n'aurait jamais dû voir, un fait qu'il n'aurait pas dû voir. C'était en rentrant de vacances, il était dans des boîtes de pétri, c'est-à-dire des décoctions chimiques dans son labo, et il y a eu visiblement des champignons qui sont venus, et ce dont il s'est aperçu, c'est autour de ces fameux staphylocoques qu'il étudiait depuis longtemps, eh bien, il y avait une sorte de barrage, et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Visiblement, il y a une réaction chimique ou un organisme qui empêche ces staphylocoques de s'étendre. Et ça a été le début, voilà, l'étonnement, c'est pas seulement la curiosité, là c'est l'étonnement qui tombe dessus. Et qu'est-ce qui fait de cela? Alors d'abord, il pourrait très bien, comme le font un certain nombre de chercheurs, dire oh là là, c'est pas exactement, je comprends pas, je laisse tomber. Un certain nombre de chercheurs qui laissent tomber des grandes occasions. Et puis il y a ceux qui sont particulièrement intéressés par les faits inattendus qui leur tombent dessus, par curiosité, par goût de l'aventure. Je pense que la notion d'aventure aussi joue. Et alors lui, il a cherché, mais il n'a pas trouvé vraiment la raison, enfin l'existence, il a appelé le problème pénicilline, mais je crois qu'il a, le premier article qu'il a publié dans British Journal of Medicine, c'était un article de 1923 quelque chose, et en fait on a réussi à trouver Pfizer, etc., enfin les grandes pharma ont trouvé littéralement après la guerre une solution stable et ça, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a initié, mais il y a eu plein de gens qui se sont mis sur cette recherche. Et souvent, ces cas de sérendipité nécessitent une collaboration, hein, c'est clair. Mais en même temps, lui, il ne cherchait pas vraiment ça. Il est tombé dessus et il n'a pas... c'était pas un hasard, en fait. D'accord ? Voilà. Alors moi, il y a un autre cas que j'aime bien, parce qu'on a parlé de comment on tombe sur des artistes, mais aussi comment les artistes tombent sur la sérendipité, c'est quand même intéressant. Moi, j'aime beaucoup, puisqu'on parlait un peu de musique, j'aime beaucoup ce cas on appelait ça d'affordance en anglais, c'est-à-dire comment les occasions peuvent être intéressantes dans l'art, et les artistes aiment, certains sont favorables aux occasions pour créer. Et bon, alors les peintres, on va pas en parler, mais en musique, Thelonious Monk, il y a cette scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il est obligé, parce qu'il fume, qu'il joue de la main droite, il est obligé de reprendre sa cigarette, il improvise avec la main gauche. Ça, c'est typiquement, en Midnight, c'est typiquement une sorte de forme de sérendipité que rencontre un artiste, parce qu'à un moment donné, il est empêtré, et tout d'un coup, ça lui donne une occasion d'inventer quelque chose. Et c'est vrai que tout le monde cite ce cas comme une occasion que Monk a saisie. Mais il y a plein d'occasions. Soulages, par exemple, le peintre, dit lui-même qu'il était particulièrement intéressé par tous les accidents qu'il voyait, du goudron sur un mur, etc. Et il disait très très bien, il explique que quand il commençait une œuvre, en fait, il créait parce qu'il voulait savoir ce qu'il cherchait.
Et il utilisait tous les accidents justement de la création pour créer. Donc là, je pense qu'on a une foison d'occasions pour le colloque et l'année qui est préparé, de faire venir plein de gens à la sérendipité, hein, et surtout des amateurs. Alors, il y a un autre exemple, Sylvie, que vous racontez j'ai vu notamment dans l'une de vos conférences, je crois que c'était à Bordeaux, je trouve tout à fait exquise. Si vous pouvez nous évoquer la naissance du terme omnibus. En fait, c'était. Je voulais dire aussi par rapport aux artistes, il y a aussi l'exemple de Méliès aussi qui découvre le trucage au cinéma en raccordant de la pellicule déchirée, enfin des choses comme ça. C'est magnifique, quoi. Alors l'omnibus justement, c'est un ami, Georges Lamarck, qui participait au colloque de Cerisy, justement, qui nous l'a raconté. Il était directeur de la prospective à la RATP. C'est une belle histoire, cette histoire de l'omnibus. En fait, ça se passe en 1825 à Nantes. C'est un colonel d'Empire qui est en demi-solde à Nantes, qui s'appelle Stanislas Baudry. Et il a l'idée il monte une minoterie à vapeur dans les faubourgs de Nantes, à Richebourg, et il a l'idée, avec l'eau chaude, d'ouvrir des bains-douches, des bains publics. Et donc, il ouvre ses bains, et personne ne vient. Et donc, il se dit, c'est parce que c'est trop loin de Nantes, les gens ne peuvent pas venir, etc. Et donc, il a l'idée de mettre à la disposition du public des voitures à cheval pour venir dans ces bains-douches. Alors, c'est un succès immédiat. Les voitures sont pleines à craquer, les gens se pressent dans les voitures, etc. Miracle, mais en fait, les bains-douches, à la surprise du colonel, restent vides. Alors là, il se dit, il comprend, il interprète son erreur, et il se dit, en fait, les gens n'ont pas envie de se laver, ils ont envie de voyager, ils ont envie d'être transportés. Et c'est ça qui leur plaît. Et du coup, il ouvre une compagnie de transport public, d'omnibus à Nantes. Voilà. C'est assez beau. Puis alors, pour la petite histoire, c'est que les voitures stationnaient devant la boutique d'un chapelier qui s'appelait Omnes. Et Monsieur Omnes se piquait de latin, et il avait écrit Omnes, omnibus sur son enseigne, littéralement Omnes pour tous. Et les gens disaient, on va à Omnibus. Et c'est comme ça que ça s'est appelé Omnibus. Voilà. Qui a donné autobus, qui a donné Airbus, Pédibus, etc. Aller à pied. Alors je voudrais qu'on revienne à la littérature. Vous évoquiez tout à l'heure Zadig de Voltaire. Xavier, vous avez eu beaucoup d'invités, notamment des invités littéraires, je pense à la Place de la Toile. Gilles mentionnait par exemple François Bon, et l'exemple que vous donnez sur l'art avec Émilie et Maxime est, je trouve, très à propos. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'influence de l'Internet sur la sérendipité, mais en littérature? C'est une question. J'aurais tendance à dire que ça n'a pas encore eu lieu. Enfin, il me semble. C'est compliqué de conclure comme ça, de manière un peu. Moi, ça m'intéresse. Alors, je suis peut-être pas tombé sur les bonnes choses, quoi. Mais disons que je suis encore en recherche de la production littéraire, disons, qui serait une rencontre entre le réseau et le texte. Voilà. Et j'ai lu des choses, il y a des éléments qui sont intéressants, tout ça. J'ai pas encore rencontré. J'ai rencontré, il me semble, enfin, en tout cas, l'effet du réseau dans la littérature livresque. Par exemple, je pense qu'un des livres comme Danielewski, La Maison des Feuilles, etc., c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez, tout à coup, vous voyez comment un truc réticulaire rentre avec toutes les difficultés possibles dans le livre. Mais pour l'instant, j'ai pas encore vu, disons, sur écran, par exemple, des productions textuelles qui me semblent être
J'ai vu des duplicats du livre sur écran, j'ai vu des tentatives d'écriture en direct, enfin, il y a plein de trucs qui sont faits à droite à gauche, mais j'ai pas encore vu cette espèce de rencontre où tout à coup, et je sais pas très bien comment elle pourrait se produire, enfin voilà. Alors peut-être que une des raisons à cette déception, disons, qui est toujours en cours, c'est le fait que moi je cherche encore de la littérature et que peut-être que c'est plus ça, en fait, écrire. C'est-à-dire que c'est pas simplement du texte, peut-être que finalement, aujourd'hui, la littérature, elle est rentrée dans le jeu vidéo, elle est rentrée dans autre chose, et que finalement, moi je la cherche encore sous sa vieille forme, dans les écrans, alors que c'est peut-être plus ça, quoi. Voilà. Donc, mais ce que je dis, alors est-ce que ça n'a pas eu lieu? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore créé les conditions pour c'est que, par exemple, moi je suis hyper... Il y a des gens qui cherchent, il y a des gens il y a des maisons d'édition qui ont essayé des choses, dans ce qu'on appelle le multimédia, le transmédia, tout ça. Il y a des gens aussi tout seuls dans leur coin qui essayent de faire des trucs, mais en même temps, peut-être que ce qui manque, c'est la réunion de gens. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, je dis ça parce que j'ai un exemple concret. Voilà, moi je travaille avec un des copains, un écrivain, puis un copain un peu geek. Comme ça, on réfléchit on se dit voilà, la transcription du livre sur écran, c'est pas suffisant. Il faudrait créer des choses. On pourrait imaginer des formes textuelles intéressantes, tout ça. Bon. Et par exemple, un des trucs tout bêtes, ce serait de montrer. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur le site de l'université de Caen. L'université de Caen a un site sur lequel ils montrent les différentes étapes de l'écriture de Madame Bovary. Bon, vous savez que Flaubert, il était très obsessionnel. Bon, du coup, et donc ça, vous pouvez voir ça sur l'université de Caen. C'est un truc extraordinaire, sauf que quand on y va, en fait, c'est imbitable pour quelqu'un qui n'est pas un Flaubertien. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, parce que c'est des couleurs, des machins, etc. Bon. Et donc, par exemple, moi, je me dis, depuis longtemps, je me dis, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est inventer une interface qui montre comment ça se construit, quoi. Les étapes différentes, à quel moment ça arrive et ça. Donc mais c'est hyper dur à faire. Bon, voilà, donc il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre, un jour, en 89, on a fait venir pendant une semaine une fille de l'INRIA. Donc l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique, donc c'est des gens c'est des chercheurs en recherche fondamentale, là ça peut être un cas de sérendipité. Et cette fille, elle vient pendant une semaine observer notre travail de journaliste, tout ça la fait marrer. Et puis à la fin, elle nous fait une petite présentation de ses travaux. Alors d'abord, elle nous présente ce que c'est que l'interaction de machine, elle spécialisée l'interaction de machine, etc. Et puis à la fin, on lui dit, bon, ben, c'est pour 3 quarts d'heure, est-ce que tu peux nous montrer vraiment ce que tu fais? Et elle dit, oh, je fais des petits trucs comme ça, etc. Mais vous savez, c'est 3 fois rien. Et elle nous montre un truc qui était exactement ce que moi je cherchais pour Flaubert. C'est-à-dire qu'elle nous montre un truc où elle avait pris, j'avais demandé d'écrire un article pour le 89 où elle expliquait son métier d'ingénieur en interaction machine. Et puis elle avait juste fait un truc tout bête, c'est qu'elle avait gardé toutes les différentes étapes. L'envoi de son premier texte, les premières corrections, un deuxième texte, une deuxième version, la même correction, les corrections d'édition, les corrections de machin, jusqu'à l'étape finale. Il y a eu 7 étapes, un truc comme ça. Bon. Et elle, à l'INRIA, depuis quelques années, elle développait son petit machin qui recomposait comme ça les trucs. Et donc elle dit, oh, j'ai fait ça, et elle nous a montré la recomposition des 7 étapes du texte. Et c'est un truc absolument sublime. Simplement, elle est à l'INRIA, elle fait ce machin, parce que ça l'intéresse, mais en fait, elle a aucune idée, enfin, je ne dis pas du tout ça contre elle, hein, elle est super, mais elle n'avait aucune idée du fait que ce qu'elle a créé, c'est absolument génial. C'est par exemple un truc qui permet de montrer comment une page de Wikipédia, elle nous a donné un exemple sur une page de Wikipédia, vous prenez la page de Wikipédia Israël-Palestine, vous voyez, vous prenez les 10 ans, 15 ans, et puis vous voyez comme ça, les recompositions avec des couleurs et tout, c'est absolument sublime. Mais simplement, elle le fait parce que c'est un défi techno, alors qu'en fait, c'est pas un défi techno, c'est un truc de pure littérature. Enfin, vous pouvez l'appliquer à la controverse donc à Wikipédia, mais sinon, je veux dire, moi je me souviens d'avoir interrogé des Proustiens et des Proustiennes, et ils rêvaient de ça. Ils en parlaient, ils disaient, mais en fait ce qu'il faudrait c'est avoir un truc comme ça qui montre comment le texte de Proust, ce machin, ça. Et vous avez d'un côté des gens à l'INRIA qui font ça sans savoir pourquoi, et de l'autre côté des gens qui aimeraient avoir ça mais qui ne savent pas. Et en fait, ce qu'on se dit juste, c'est qu'il faudrait organiser la rencontre. Et donc je pense, tout ça pour finir, sur le fait que je pense que si ce truc-là s'est pas produit, c'est que vous avez des gens comme ça éparpillés qui travaillent à cette question du texte, mais simplement sans tous parler, sans savoir que les uns font les autres. Et donc je termine juste un tout petit truc, c'est que l'autre jour je suis allé à un colloque
sur le XVIe siècle aujourd'hui. Le XVIe siècle à l'ère numérique. Bon, c'est un colloque de 16e qui s'intéresse au... Et notamment, il y avait une intervention sur Gutenberg, l'invention de la presse, etc., l'imprimerie, etc. Et là, il y a un truc que je ne savais pas, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'a inventé Gutenberg. Non mais ça paraît tout con. On sait qu'au final de l'invention, il y a l'imprimerie, mais on ne sait pas très bien comment il s'y est pris. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faisait avant. Et on ne sait pas très bien en quoi a consisté son génie. On sait, ce mec, le seul truc qu'on sait, c'est que manifestement, il fabriquait des... C'est un cas de sérendipité avéré. Ouais. Oui, il a travaillé en regardant les pressoirs. Les pressoirs des... Oui, mais il y a ça, il y a les pressoirs il y a les pressoirs, ok, ça c'est la partie presse machin, mais en fait on ne sait pas très bien, et on pense, en fait, il semblerait que les historiens de l'imprimerie, leur hypothèse au final, ce soit que le génie de Gutenberg, ça a été d'assembler des gens qui avaient des compétences différentes, donc les pressoirs du Rhin, les mecs qui savaient faire des caractères, machin, les éditeurs, les écrivains, etc., qu'il a rassemblé tout ça. Et qu'en rassemblant tout ça, il a créé une révolution voilà, épistémologique et tout, et industrielle, etc. Et en fait, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, il manque, pour la même chose en littérature, donc pour finir répondre à ta question de 3 quarts d'heure, il manque ça. Il manque ce truc qui pourrait créer justement le... Voilà. Alors justement, je trouve intéressant quand tu dis que finalement, peut-être que son génie, c'est d'avoir rassemblé ce qui correspond finalement dans le monde universitaire au directeur de recherche, qui parfois peut être même meilleur dans l'assemblage, et son intuition, elle est aussi dans l'assemblage, dans la construction d'une équipe. Une question pour Daniel, est-ce qu'on peut considérer que la recherche, dans sa version institutionnelle, favorise la sérendipité ? Fait je ne sais pas si vous connaissez, en fait, en gros, il a travaillé sur le paradigme en science, et il a pensé que la science évoluait par changement de paradigme. Et le changement de paradigme, pour lui, se fait justement de rencontres interdisciplinaires, et qu'il appelle la sérendipité institutionnalisée. Le terme, il l'a gardé, en anglais, bien sûr, mais et lui s'est mis justement dans un groupe de physiciens, de chimistes, et à partir de ce groupe, il a essayé de voir la façon dont il pensait, la façon dont il réfléchissait, et lui-même a travaillé sur lui-même de façon introspective pour voir qu'est-ce que ça fait. Et cette notion de paradigme est venue de cette rencontre, de ces fameux instituts Adventist Studies, comme on dit, enfin, qui regroupent un certain nombre de chercheurs dans des lieux qui ressemblent plus ou moins à des couvents, et où finalement il se passe beaucoup de choses. Parce que cette confrontation de pensée, on va presque dire libre, parce que non encapsulée dans des questions académiques, universitaires, des cours, etc., fait que cette pensée libre peut se développer beaucoup mieux avec des gens qui sont exactement dans le méta, dans des lieux isolés, et voilà. C'est ma réponse. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des années sabbatiques, c'est pour ça qu'on demande effectivement, que les gens demandent aussi de temps en temps à se retirer du monde, on va dire, parce que c'est ce foisonnement actuel que tout le monde subit. Je me demande quelquefois si on va réussir à trouver quelque chose. D'ailleurs, à l'international, on n'est pas tous égaux quant aux années sabbatiques. Je pense à l'exemple de l'Amérique du Nord. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi à la question de l'enquête. Sylvie, vous évoquez notamment Sherlock Holmes. Et puis, il y a une autre enquête que vous évoquez dans la littérature, mais qui servira aussi à Freud, c'est Oedipe Roi. L'enquête d'Oedipe, bah oui, ça, l'enquête d'Oedipe, c'est effectivement la première enquête policière de la littérature, en fait. D'ailleurs, l'enquête d'Oedipe a été éditée dans la série noire de Gallimard, légèrement modifiée, mais je ne sais pas si je vais me lancer dans tout le récit d'Oedipe, mais effectivement, Oedipe, c'est la recherche du meurtrier, enfin, parce qu'il faut sauver de la ville de Thèbes, donc il recherche l'assassin du roi Laïelos. Bon, il se trouve que c'est lui, etc. Bon, il finit par être piégé, se découvrir lui-même coupable. D'ailleurs, ça sera repris dans beaucoup de romans policiers par la suite. Et il y a
a effectivement aussi ce grand personnage, Sherlock Holmes, dans la littérature, qui, lui, construit des théories à partir d'indices, des théories qui se révèlent d'ailleurs toujours plus ou moins exactes. Elles le conduisent en tout cas toujours, lorsqu'elles sont fausses, à découvrir le coupable. Alors Holmes, c'est intéressant parce que Holmes, c'est un détective très rationnel, c'est un détective qui prétend déduire, et en fait, pas du tout. Il fonctionne lui aussi, alors il rejette tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intuitif, mais en fait, il fonctionne lui aussi par association d'idées. Il observe le comportement de Watson, il en induit toute une histoire, il l'invente, il procède par abduction créative, etc. Tout comme ce médecin, on parlait justement tout à l'heure des formes, les séries, les séries télévisées, il y a le Dr House qui fonctionne aussi beaucoup comme ça par association d'idées, par sérendipité, et on tombe sur quelque chose, ça lui évoque immédiatement autre chose. Et d'ailleurs, Conan Doyle était médecin, c'est pas étonnant. Il procède lui-même de la même manière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le conte de Serendip, au départ, associe la question des origines et le problème de la causalité. Et en cela, il renvoie véritablement à une disposition fondamentale de l'être humain dans le processus de découverte. C'est la question de la trace et de l'attention qui est au cœur aussi de la psychanalyse. Elle a joué en tout cas un rôle important dans l'œuvre dès la naissance de la psychanalyse, chez Freud. Freud était neurologue et il s'intéressait aux traces mnésiques, aux traces des événements vécus, stockés dans la mémoire par chaîne associative justement. Et pour lui, l'attention, c'est une fonction psychique qui permet d'ouvrir, c'est très beau, des chemins de pensée, la fabrique de la pensée, de faire surgir à la conscience des idées incidentes. Les idées incidentes, c'est les idées qu'on ne cherche pas, qui surgissent, qui émergent comme ça à la conscience. Et donc, Freud est convaincu que la connaissance est tissée d'imaginaire, de traces mnésiques associatives, et qu'elle procède d'une démarche consciente et d'une production inconsciente, en art comme en science d'ailleurs. Et la technique psychanalytique d'association d'idées libre entre justement en pleine résonance avec la sérendipité, telle que l'idée en est formulée par Walpole dans sa lettre à Horace Mann. Et c'est justement en laissant libre cours à son imagination, à ses associations d'idées, en réfléchissant à sa propre faculté de découverte, que Walpole invente le mot sérendipité. Et ça nous renvoie en même temps à toute la dimension esthétique de l'inconscient. Le philosophe Jacques Rancière a écrit un très beau livre, tout un livre là-dessus. Alors, Daniel, on n'est pas loin de la station de RER, la nouvelle station de RER que j'ai découvert récemment, notamment avec Gilles en faisant un tour dans Nuit Blanche. J'ai découvert son nom aussi, Rosa Parks. Moi, je pensais Park. Et en fait, c'est avec votre livre que j'ai découvert que Rosa Parks, ce n'était pas qu'une station de RER. Oui, alors l'histoire de Rosa Parks, alors là, effectivement, on explore d'autres terrains de la sérendipité, des sciences dures aux sciences politiques, et là, on est effectivement, et au droit, on en parlera peut-être, mais bref, pour expliquer que ce phénomène, il n'est pas réductible à ni l'art, ni les sciences dures, qu'on le trouve vraiment un peu partout. Alors évidemment, on peut aussi nous le reprocher, dire qu'on donne une définition assez large. Moi, je trouve que, définitivement, je pense que la sérendipité, il ne faut pas chercher à en faire une théorie. C'est contre l'esprit de la sérendipité. Alors pour revenir à Rosa Parks. Alors Rosa Parks, c'était, je pense que vous connaissez à peu près l'histoire, je vous la raconte très très brièvement. Rosa Parks était une ouvrière en Alabama, et noire bien sûr, et à ce moment-là c'était l'apartheid, c'était les civil rights qui n'étaient pas reconnus, et les bus notamment étaient réservés aux noirs à l'arrière et réservés aux blancs à l'avant.
Et il était absolument interdit pour un noir de s'asseoir à l'avant. Et un jour, Rosa Parks monte dans le bus et décide de s'asseoir. Il n'y avait pas de place au fond du bus, elle décide de s'asseoir devant. Bon, donc elle a un procès verbal, le chauffeur de bus continue donc à la poursuivre. Enfin, bon, bref, elle va aller en justice. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce geste-là de refus individuel va être à l'origine de tout le mouvement des civil rights aux États-Unis et va déclencher tout le mouvement qui va finir par éclore et donc empêcher justement, enfin réconcilier le Nord et le Sud sur ces questions-là. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est voilà, comment un individu, hein, dans un contexte donné, le contexte bien sûr est collectif, mais un individu dans un contexte donné avec un peu de courage, certainement, un peu de persévérance, un peu aussi d'intuition, est capable de faire quand même tourner l'histoire. Et on en trouve d'autres exemples comme ça, mais celui-là est particulièrement clair. Alors ça ne veut pas dire qu'elle était déjà assez impliquée dans les mouvements, elle était très socialement impliquée dans beaucoup d'associations, mais elle avait déjà tenté de faire ça plusieurs années auparavant, ça n'avait pas marché. Et d'autres gens avaient essayé de faire ça, ça n'avait pas marché. Ce jour-là, ça a marché. Voilà. Et ça a été une lutte pendant 2-3 ans qui a mené à la victoire que l'on sait. Là, on a affaire à une forme de sérendipité extrêmement vertueuse, mais je pense qu'il serait intéressant aussi de parler de la notion d'effet pervers, parce que vous expliquez assez bien que la sérendipité s'exprime sur des actions individuelles ou de coopération entre les gens, mais que quand ça devient de l'ordre de l'intention collective, c'est-à-dire plus ou moins de la politique, en fait, de l'application de normes, de quotas, etc., on tombe très vite dans des procédés, des processus qui sont de l'ordre de l'effet pervers. D'ailleurs, vous en dressez tout un catalogue dans votre livre, l'effet Don Quichotte, l'effet boule de neige, l'effet etc. C'est-à-dire que vous citez les accords de Munich qui, au lieu de favoriser la paix, ont accéléré la guerre. Ou, voilà, c'est aussi une dimension qui est quand même assez importante dans la politique, l'effet pervers, qui est une forme de sérendipité d'une certaine manière. Oui, c'est un sujet intéressant, les effets pervers, les effets secondaires. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un très bel exemple qui est la fable du laboureur et ses enfants. C'est un condensé des faits, on va dire, faits non pervers, mais des faits positifs, mais des faits indirects. Tout le monde connaît l'histoire du laboureur et comment le père finit par avoir ses fils complètement de façon détournée en les faisant labourer le champ qui doit mener au déterrage d'un trésor qui n'existe pas. Donc là, vous avez une espèce de métaphore extrêmement intéressante. Alors les effets pervers, oui, c'est intéressant en politique, parce qu'en général, voilà, enfin, on voit très très bien, on est tous en ce moment très impliqués dans certains débats politiques, mais en fait, on s'aperçoit que, au fond, qu'est-ce qui est visé? Une cible. Et la cible, elle est prise à un moment donné, dans un certain contexte, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un texte lancé dans le laboratoire social, qui est la société, peut devenir complètement autre chose. Je ne parle pas des gens qui vont essayer de la contourner, pas du tout. Comment savoir que un ensemble de normes va être interprété dans le bon sens, de façon complètement ciblée par rapport à ce que voulaient les politiques au début. Et ce qui n'existe pas, enfin certains, bien sûr, heureusement, une loi peut arriver à certains effets, mais ce qui est intéressant, c'est que, elle suggère d'autres effets qui n'étaient pas prévus, et voire à un certain moment, elle devient même quelquefois contre-productive. Je cite juste un exemple, on a le RMI, vous vous souvenez, 1988, grande politique, minimum social, etc. On s'est aperçu, en fait, un des avantages du RMI, ça a été de découvrir qu'au lieu de 500 000 personnes qui étaient ayant droit à cette allocation, on a découvert qu'il y en avait 1 million. C'est intéressant, ça a été c'est pas un effet pervers, mais c'est la trouvaille qui a été faite à partir de cela. Donc, comme effet pervers, il y a une très belle histoire qui a été citée par Jean Carbonnier, qui est un sociologue du droit. Le code civil, le code Napoléon, 1804, avait voulu transformer les règles d'héritage.
Et notamment, plutôt que de laisser à l'aîné l'ensemble des biens, Napoléon voulait que justement l'ensemble des enfants bénéficient de l'héritage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notamment dans le sud de la France, comme partager les terres n'était pas du tout dans l'optique d'un certain nombre de paysans, de fermiers, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus fait qu'un enfant. Ils n'ont plus fait qu'un enfant, comme ça, ils n'étaient plus obligés de partager. Mais ça, c'était le premier effet, on va dire, pervers. Le deuxième a été, à plus longue échéance, était très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une dépopulation de certaines régions qui étaient dues purement à cet effet pervers. Donc, vous voyez, on peut avoir de plusieurs détentes. Et c'était complètement, bien sûr, inattendu. Alors justement, Xavier, rue 89 consistant à regarder le monde au travers du filtre numérique notamment, on va parler de la loi travail, du Brexit, quoi qu'on peut. Mais est-ce que tu penses aussi à des effets secondaires vertueux ou pervers d'ailleurs liés à la question de la sérendipité, mais en politique? On pose des questions vachement difficiles. Hyper Hyper précises. Je sais pas, non, juste, je peux rebondir une seconde parce que c'est drôle. Bien sûr. Avec Noam Saras, Alexandre Dumas, dans ses mémoires, il dit que la répartition de l'héritage sur tous les enfants, c'est le début de l'enfermement de la femme dans la famille, en fait. Parce que avant, comme c'était l'aîné qui récoltait l'ensemble des biens, on s'en foutait que les autres ne soient pas du père. Tandis qu'à partir du moment où la répartition de l'ensemble des biens de la famille se fait sur l'ensemble des enfants, le père se soucie que tous ses enfants soient de lui. Et donc du coup, il n'y a plus cette espèce d'idée voilà, on épouse une femme vierge, le premier enfant il est de moi, puis après le reste je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut. Et que il explique comme ça, Dumas. Donc c'est rigolo parce que je pensais que c'est un effet supplémentaire. Dans ses mémoires, il parle et à un moment il théorise ce truc. Donc c'est un effet supplémentaire de. Merci du cas. Voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, mais on a déjà fait des tables rondes ensemble. Tu pensais à quoi? Tu pensais à des effets de la... Quel type de choses tu pouvais penser? À moi, rien. J'ai aussi une chose que je voulais vous demander, Sylvie, c'est quant à l'art, je voudrais qu'on parle un petit peu d'art maintenant, parce qu'on arrive aussi... D'œuvres ouvertes, par exemple. Hein? D'œuvres ouvertes. D'œuvres ouvertes, par exemple, ou de la question de l'enquête dans l'histoire de l'art. J'ai assisté il y a très longtemps à une conférence de Carlo Ginzburg, notamment sur Piero della Francesca, je pense qu'il y a plusieurs façons d'envisager l'histoire de l'art, la critique aussi, et on viendra à ces questions des œuvres ouvertes qui sont tout à fait d'actualité avec l'exposition Beat Generation dont tu parlais tout à l'heure avec Bro. Mais je voudrais qu'on revienne sur la question de l'enquête en histoire de l'art, qui est une façon d'envisager l'histoire de l'art. C'est ce que raconte un petit peu, c'est l'exemple que donne Carlo Ginzburg dans son article sur le paradigme indiciaire. Hein, c'est ce fameux paradigme qui émerge dans les sciences humaines au XIXe siècle. C'est le modèle de la trace, du détail, que Ginzburg reconnaît chez Holmes, chez Sherlock Holmes, chez Freud et chez Morelli, un médecin italien qui était expert en œuvres d'art. Et donc ce Giovanni Morelli est l'inventeur, lui, d'une méthode d'attribution des œuvres d'art à partir de détails qui sont inimitables. C'est-à-dire les lobes des oreilles, les ongles des mains, etc. Ce sont des détails que les copistes négligent en général d'imiter. Et pourtant, chaque artiste a une manière très à lui, très particulière, d'exécuter ces détails. Ils n'ont pas appris à les peindre en atelier, comme ils ont appris à peindre les bouches, les yeux, etc. Or, ces détails offrent une certaine constance d'un tableau à l'autre. Hein, c'est ce que Morelli avait constaté donc, chez un même artiste. Et donc ces signes, il y a les signes picturaux donc, chez Morelli, il y a les traces symptômes chez Freud, la psychanalyse c'est une forme d'enquête aussi, les indices chez Conan Doyle, et c'est la trace qu'on fait parler, c'est l'analyse du tableau par le détail. Et vous avez aussi un exemple plus contemporain chez Daniel Arras,
qui a écrit ce livre, moi que j'aime beaucoup, en ivoirien. C'est sous forme de dialogue il a écrit certains chapitres sous forme de dialogue, alors c'est très intéressant, où il analyse des tableaux par les détails, justement. Il fait apparaître des significations, des choses nouvelles qu'on ne voyait pas. Et donc il témoigne, lui, de cet intérêt pour le détail, qui lui permet de faire émerger quelque chose d'inattendu, quelque chose de nouveau, une nouvelle interprétation, une nouvelle histoire, une nouvelle vision d'un tableau. Alors, avant de passer le micro à la salle, vous évoquez aussi dans votre livre Cybernetic Serendipity, cette exposition de la fin des années 60, avec quantité d'œuvres dont on pourrait considérer que certaines sont ouvertes. Et pour revenir à ta question, Gilles, comment les unes les autres vous envisagez cette question de l'œuvre ouverte, de l'œuvre aussi qui peut être aussi inachevée, même en peinture d'ailleurs, ouverte comme Cage avec sa part aussi d'aléatoire, je pense au piano préparé par exemple. Comment vous envisagez, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit d'œuvres ouvertes et ou inachevées qui peut se terminer avec le spectateur, dans sa rencontre avec le spectateur? Et moi j'ai puisé dans vos livres, donc je me souviens par exemple des exemples que vous citez du livre de Mallarmé par exemple, avec ses feuillets qu'on peut interchanger, et donc forcément la lecture va être créée par c'est le spectateur qui crée le livre en fait, d'une certaine manière. Bon, effectivement, on parlait du cut-up de Burroughs, vous citiez aussi, on va plus avoir le temps d'aller beaucoup plus loin, mais vous parliez aussi d'un roman permutationnel de Marc Saporta, là qui convient et qui est en fait on bat les cartes, on bat les pages comme on battrait un jeu de cartes. Puis aussi bon, la sonate, je crois que c'est la 3e sonate de Boulez, où l'interprète décide de jouer telle partie avant telle autre, etc. On crée sans doute de la sérendipité comme ça. Et vous citiez également Pierre Schaeffer qui... Combinatoire, la permutation, qui existe ouais. Bien avant le numérique, hein, d'ailleurs. Ah, absolument. Mais là où les machines permettent une autre dimension, mais qui n'est pas supplémentaire en termes de hiérarchie esthétique, hein, c'est par exemple des romans policiers géolocalisés. C'est-à-dire que vous lisez un roman policier qui vous géolocalise et qui du coup, si par exemple, je sais pas, un serial killer en fait il est près de chez vous, quoi. C'est-à-dire que, en fait il est à la station de métro qui est en bas de chez vous, etc. Il va à la boulangerie en bas de chez vous, etc. C'est sûr que ça par exemple, donc ça c'est une sorte d'œuvre ouverte, mais dont les blancs sont remplis par les traces, pour le coup numérique, et qui produit donc une multi-interprétation. Mais juste, en fait, en vous écoutant, je me disais un truc je me disais que c'est super bizarre. C'est que, en fait, quand vous parlez de traces, de déduction, de changement de paradigme, d'émergence, etc., j'ai l'impression qu'on est en train de parler de ce qu'on demande aujourd'hui aux algorithmes dans les réseaux. Non, mais c'est-à-dire que quand vous lisez par exemple des textes comme le texte de Chris Anderson dans Wired, quand il dit voilà, il n'y a plus besoin de théorie, parce que c'est les datas et la manière dont les algorithmes vont justement, à partir des traces laissées par nos comportements numériques, etc., produire des choses. En fait, on attend exactement des algorithmes qui produisent ces effets de découverte sérendipitaire. Précisément parce qu'ils vont déduire des causalités nouvelles à partir de choses que nous on ne voit pas, etc. Mais qu'en revanche, ça c'est le rêve. Enfin, je caricature un peu le rêve, disons, de ce que dit Anderson quand il dit qu'il n'y aura pas de théorie parce qu'elles seront produites. Hein. Ça sera produit et j'ai l'impression que c'est un truc très très bizarre, comme si on déléguait cette capacité à produire la découverte issue de la sérendipité par des machines, des algorithmes auto-apprenants, etc., dont on se dit qu'eux-mêmes verront des traces qu'on ne voit pas, assembleront feront des liens de causalité, à partir de liens de corrélation, ils feront des liens de causalité, c'est pour le dire méchamment, mais en gros, c'est de trucs comme si on allait, grâce au fait qu'on pourrait tout tracer de nous-mêmes et tout, s'apercevoir que parce que je sais pas, que les gens qui je sais pas, vont en vacances à tel endroit, à telle période, etc., sont plus susceptibles de mourir, enfin vous savez, tous ces espèces de voilà. Mais en fait, derrière ça, qu'on caricature souvent comme ça, il y a le rêve d'aboutir à des types de connaissances qu'on n'aurait pas imaginé en analysant des traces et en déduisant des choses. Il y a une sorte de phénomène un peu bizarre, il me semble-t-il, je ne sais pas. Oui, je vais protester, parce que précisément les algorithmes qui nous sont proposés, ce n'est pas les algorithmes des surréalistes. Hein, ce sont des algorithmes beaucoup plus, j'allais dire,
intéressé que simplement l'aléatoire. Et même le danger des algorithmes, on commence à le voir, c'est de créer des catégories qui ne font pas sens. Mais moi je ne défends pas ça. Ah ouais, d'accord, non, mais je sais bien. Je décrivais un phénomène. Oui, mais... Je ne suis pas, quand Christian met ça, c'est la fin de la théorie, c'est ça ultra flippant. Ouais. Mais du coup, je parle de ce rêve-là, qui est en fait, en gros, l'idée que c'est eux qui vont produire. Le rêve des commerçants, mais pas le rêve des artistes. C'est pas que ah non, je dis pas que c'est le rêve mais c'est pas que le rêve des commerçants. Alors, Est-ce que je pourrais raconter la fin de mon histoire sur les robots? Est-ce que les robots font partie du numérique? C'est le désir de voir la machine prendre le... C'est plutôt comment on les utilise. Alors, je vais la fin de mon histoire parce qu'elle répond un peu à ça. Je veux dire, je vous avais vaguement dit que la semaine dernière, j'avais assisté donc à la présentation du travail de quelqu'un de l'INRIA d'ailleurs sur les robots. Et voilà ce qui s'est passé. Ils avaient conçu un petit robot qui ressemblait en fait à une araignée, enfin, bon, voilà, avec 6 pattes, haut comme ça. Et ce robot, il l'avait programmé pour effectivement éviter tous les obstacles, circuler dans des endroits inattendus, mais il était programmé pour ça. Et un jour, ce groupe de chercheurs, il décide de lui enlever une patte pour voir ce qui va se passer. Alors, et donc, il lui enlève une patte. Alors, ce qui a été très très intéressant, c'est que ce qui est sorti de cette expérience, c'est quelque chose qu'il n'avait absolument pas prévu. Imaginez-vous que ce robot s'est mis à trouver une solution qui était celle de marcher à cloche-pied. Absolument non prévue dans tout ce qu'ils avaient. Et je trouve que cette histoire est absolument extraordinaire, parce que ça veut dire... Et alors, quand on discute avec ce chercheur, il dit, mais heureusement que le robot va échapper au concepteur. Parce que s'il n'échappe pas au concepteur, il ne sera jamais créatif. Alors la table ronde échappant au modérateur, ce qui est un exemple parfait de sérendipité. On aura peu de temps, excusez-moi, on pourrait évidemment continuer des heures, et là c'est justement là que ça devient encore plus intéressant, mais on aura un changement de plateau, il y aura une performance après, et on voudrait passer la parole à la salle peut-être pour prendre une ou deux questions, avant que Gilles, tu conclues. Je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question, je ne sais pas s'il est là. Donc il y a des micros qui circulent. Notamment quant à la relation entre sérendipité et indisciplinarité. Je ne sais pas s'il est là. Tu vois, je la pose de sa part. Ouais. Peut-être. C'est bien. Comme ça, celui-là peut se mettre dans la salle. Moi, je parle fort. Je suis fort aussi. Alors, est-ce qu'on ne prendra pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas. Non, je veux pas nous sauver. Il y a un bras, j'ai vu un bras. Dans ce cas, il se grattait. Personne dans les salles des ventes. Bonsoir. Je me demandais du coup si la sérendipité était l'élément de base de la créativité, pas seulement artistique. Mais peut-il y avoir de la créativité sans sérendipité? Bonne question. Bon, je veux bien prendre, mais... Personnellement, je pense que la sérendipité est au cœur de la créativité, de l'innovation, de la découverte, de l'invention. C'est le moteur. Pour moi, c'est le moteur de la création. C'est... comment dire? Il y a ce paradoxe quand même du Ménon, du dialogue de Platon, qui dit qu'on ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut chercher, puisqu'on ne le connaît pas. Donc, ça ne peut que nous être suggéré par des choses justement qui se produisent et qu'on interprète, et par association d'idées, par hypothèse, par interprétation des indices, etc. Des idées émergent comme ça, justement. Et je pense que la sérendipité, c'est vraiment au cœur. Et alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée qu'une machine puisse être créative. Alors là, pas du tout. C'est plutôt le programme qui est créatif. Hein. C'est l'algorithme qu'on a mis dans la machine. C'est le programmeur qui est créatif. Mais le programmeur peut injecter de l'aléatoire. Oui. La machine peut lui échapper. Oui. Et c'est cette volonté-là d'artiste qui fait que la machine peut devenir créative. Mais la découverte intéressante à faire, c'est d'interpréter pourquoi la machine a fait ça, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est d'interpréter pourquoi un programme échoue.
c'est d'interpréter pourquoi un programme fait ce qu'on n'a pas prévu qu'il fasse, justement. Et pourquoi. Et c'est ça qui est susceptible de nous conduire à une découverte. Oui. Excuse-moi, j'ai plus le micro, pardon. Alors justement, Gilles, avant que tu conclues... oui, pardon. Surtout que c'était par rapport à ça, en fait. Actuellement, avec l'analyse de données, la mode du big data et tout, ce qui se passe, c'est que généralement, on ne sait pas ce qu'on cherche, mais on sait qu'on va rentrer tellement de données. En fait, finalement, on prévoit que la machine va trouver un truc qu'on n'a pas prévu. Et justement, dans ce cas-là, c'est pas vraiment de la sérendipité. Et l'intervention de, je suis vraiment désolé, j'ai oublié les prénoms, et le monsieur du milieu, tout à l'heure était vachement intéressante sur justement les algorithmes. Est-ce que c'est la création d'algorithmes qui est intéressante, ou est-ce que c'est quand l'algorithme nous dépasse qui est intéressant? Et le problème, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de scientificité quand on parle des enquêtes de la déduction. Et la déduction, effectivement, c'est un truc qui arrive très très vite maintenant avec l'informatique. Et donc, de plus en plus, on essaie de... Alors, c'était, je sais plus aussi, la dame à côté qui disait tout est programmé, tout est voulu. Finalement, l'algorithme, il est intéressé de base. Oui, et pas forcément, parce qu'avec la big data, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on dit, bon, on ne sait pas trop, mais on va trouver quelque chose, je pense. Et le but de certains algorithmes, c'est juste de trouver quelles sont les données qu'on peut corréler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut rapprocher. Et je ne sais pas trop si c'est dans le sujet, en fait, je suis désolé. Mais je voulais réagir par rapport à ça, parce que, en fait, on a vraiment tendance à maintenant vouloir créer quelque chose qui peut découvrir ce que nous, on est absolument incapable de déduire. Si, c'est exactement... vous avez beaucoup mieux dit que ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on pense que c'est ces machines-là et ces types de programmes-là qui vont produire ce que la sérendipité a créé en termes de découverte scientifique, etc. C'est-à-dire qu'on pense que les machines vont faire ce trajet-là, c'est-à-dire découvrir des choses avec des traces, les assembler et voir, et faire sortir des vérités qu'on n'avait pas vues jusque-là en prenant des biais qui n'étaient pas ce qu'on prenait. Il me semble que c'est ça que c'est cette idée-là. Simplement, le problème, c'est qu'il me semble que pour l'instant, peut-être parce qu'on est au tout début de ce travail-là, mais pour l'instant, l'espèce d'amassage de données, de travail des données, etc., peut-être parce qu'elles ne sont pas très propres, parce qu'on n'a pas encore les outils qu'il faut, etc., elle n'a pas relevé de trucs extraordinaires sur l'humanité, sur comment elle fonctionne. Par exemple, j'avais un exemple comme ça dernièrement, je ne sais plus quelle, il y avait une boîte américaine comme ça qui essayait de voir est-ce qu'on pouvait prévoir qu'un couple allait tenir à partir des conversations qu'ils avaient en chat. Et alors, on se dit comme ça, ils ont prévu, alors ils avaient un pourcentage de réussite super élevé, etc. Non, là où tu as complètement raison, c'est qu'évidemment l'idée derrière, c'est de vendre ça à Facebook, et que du coup Facebook puisse, dès que les gens commencent à discuter, prévoir des pubs pour les voyages de noces, etc. L'idée, évidemment, c'est pas faire réussir l'amour et que les gens soient heureux, mais peut-être que ça aussi. Mais ce qui était marrant, c'est qu'après, quand on regardait dans le détail les critères qu'ils appliquaient, en fait, c'était des trucs, mais je veux dire, voilà, vous êtes dans un café, vous écoutez un couple qui se rencontre, au bout de 5 minutes, vous avez les mêmes critères que l'algorithme. Est-ce que les gens se parlent bien, est-ce que machin, est-ce qu'ils ont les mêmes sujets, est-ce qu'ils ont l'air de se comprendre, est-ce que tu dire, c'est voilà. Bon, peut-être qu'ils peuvent le faire à une autre échelle, ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement, il y a un rêve là-dedans, il y a une sorte de projection qui me semble parfois un peu déçue parce que, peut-être parce qu'on est au tout début de ce travail-là, mais comme si cette promesse-là n'était pas comprise. De la même manière, quand on pense qu'il y a plein de gens qui travaillent à Google, etc. aujourd'hui sur la question justement des algorithmes créatifs, est-ce qu'ils peuvent produire des œuvres d'art, etc. C'est pareil, ils produisent des trucs sans intentionnalité. Ça fait quand même longtemps, il me semble qu'on a compris que l'art c'est une question d'intention et que du coup, oui, évidemment, on peut faire assembler à des machines des trucs, ça va produire un truc qu'on peut trouver beau, pas beau, etc. Une pièce, simplement, on sait depuis longtemps que c'est pas la question de l'assemblage de couleurs et de reproduction de trucs, etc., qui produit une œuvre, que c'est l'intention. Et que les machines, jusqu'à maintenant, elles n'ont pas d'intention. Donc elles produisent des pièces, mais sans intention. Voilà. Donc est-ce que c'est de l'art après Oui, est-ce que, justement, je pense que tout ça c'est très intéressant parce qu'on parlait d'imprévu, au cœur de la sérendipité, comment saisir l'imprévu, comment utiliser l'imprévu. Mais là, on est carrément dans la prédictibilité et tous les problèmes qui se posent actuellement par rapport aux algorithmes, c'est de pouvoir prévoir.
C'est exactement là où tout choque en ce moment. Comment essayer de prévoir? Et la sérendipité, à mon avis, elle a encore quelques bons jours devant elle. Une petite dernière question. Oui, bonsoir. Je voulais juste apporter un petit témoignage sur ma pratique de musicien, compositeur. Voilà. Je me dis, électroacousticien, j'ai entendu le nom de Pierre Schaeffer qui a été abordé là, en tout dernier. Juste pour dire que je crois que, comme une majorité d'artistes, en fait, on ne sait ce que l'on cherche qu'en travaillant. C'est-à-dire en définissant un cadre dans lequel on a envie de circonscrire une aire, on plante des piquets autour de quelque chose, et puis on se dit, tiens, là, on va travailler dedans. Et puis, si on est en train de fabriquer des matériaux musicaux, on va prendre par exemple un matériau, on va commencer à le triturer en studio, le travail du studio, le travail de l'électroacousticien par exemple. On va lui appliquer des effets, on va triturer ce son dans tous les sens, et puis tout à coup, parce qu'on s'est mis dans une situation où on est à l'écoute de ce matériau, on va tomber sur un moment d'inouï. Et c'est le parfait moment en fait de sérendipité dont vous parlez dans tous les autres arts, et quand vous parlez de Monk ou des artistes en général, des peintres, de Soulages qui regardent le goudron, etc. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est juste une question de disponibilité, de conditionnement dans l'instant, être à l'écoute de ce qui va se produire, tout en sachant que le hasard, que l'on utilise plutôt comme un outil de sérendipité, va provoquer à un moment donné un état qui va, pour nous, créer de l'inouï, ou en tout cas créer quelque chose d'intéressant. Voilà. Sur le fait que l'œuvre peut être une conséquence du travail, c'est ce que je dis à mes étudiants, mais j'en suis même pas moi-même totalement persuadé. Parce que je pense aussi que l'errance et parfois même le rien faire peut être justement créer un contexte d'intention. Alors, malheureusement, je suis désolé, on est obligé de clore. Ouais, non, je voulais juste, c'est la suite de cette question, cette phrase, je ne sais plus qui l'a dite, mais que le génie, c'est savoir se mettre sur la trajectoire du hasard. J'avais envie de finir par ça. Se mettre sur la trajectoire du hasard. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci infiniment. On va évidemment continuer la conversation avec nos trois invités en dehors de cette salle. On va faire le changement de plateau. On se retrouve à 21h pour la performance de Franck Vigroux et de Cœur d'Azlir. Et puis très bientôt pour d'autres rendez-vous Nemo. Merci à vous.